Plaisir d'accueillir Lynn Saffron et Sabine Terrier qui travaillent du coup à l'ARS Île-de-France et qui viennent nous parler des protocoles de coopération, un levier complémentaire à la recherche pour innover et modifier les pratiques. Donc merci beaucoup en tout cas à toutes les deux de venir vous joindre à nous sur cette journée recherche du GIRC et puis au plaisir d'échanger avec vous juste après. Alors bonjour à tous. Nous allons faire cette présentation à deux voix. Donc, avec ma collègue Lynn Saffron. Je vais d'abord me présenter. Je m'appelle Sabine Terrier. Donc, je suis de formation initiale sage-femme. Alors, je vais faire juste un petit point sur les sages-femmes, qui est une profession médicale, même si dans les établissements de santé, souvent, nos dossiers, nos demandes ne sont pas traitées par le bureau des affaires médicales. Pour rappel... Nous n'avons pas du tout de statut d'enseignant, chercheur bi-appartenant. Alors là, il y a un projet de loi pour l'évolution de la formation de sage-femme qui attend de passer en deuxième lecture au Sénat, où justement il est fait notion de ce statut de bi-appartenant. Donc on devrait finalement obtenir. Et juste un dernier petit point... au niveau du Conseil national des universités, la section maïeutique a été créée uniquement en 2019, donc c'est quand même tout récent. Et donc c'est à ce moment-là où on a pu recruter des sages-femmes enseignants-chercheurs. Voilà, donc je ferme la parenthèse sur les sages-femmes. Je travaille à l'ARS Île-de-France, donc l'Agence régionale de santé. On est à la direction de l'offre de soins, donc il y a 3 pôles au sein de cette direction de l'offre de soins. Dont le pôle ressources humaines en santé. Et donc, nous sommes au département maïeutique et profession paramédicale. Et donc, dans ce département-là, nous nous occupons, entre autres, de gérer l'ensemble des protocoles de coopération. Je laisse la parole à Lynn. Bonjour à tous, je suis Lynn Saffron, je suis chargée de mission technique et pédagogique au sein du pôle de la direction de l'offre de soins. Je travaille sur les protocoles de coopération, qui est le sujet du jour, mais également sur l'appel à candidature des infirmiers en pratique avancée qui est diffusé par l'ARS depuis 2018. Alors, je commence la présentation. Voilà. Donc, les protocoles de coopération... c'est une organisation innovante des soins. Le dispositif a été initié en 2009 grâce à l'article 51 de la loi HPST, donc Hôpital, Patient, Santé, Territoire. Donc c'est là où on a vu l'émergence des protocoles de coopération qui à la base étaient plutôt régionaux. Ensuite, ce dispositif a été rénové et simplifié en 2019 par l'article 66 de la loi d'organisation et de la transformation du système de santé. Donc là, on a commencé à parler des protocoles de coopération nationaux. Et ensuite, en 2020, donc on vous a remis aussi les articles 96 et 97, il y a eu la loi d'accélération et de simplification de l'action publique avec la naissance des protocoles de coopération locaux au sein des établissements de santé. Et ensuite, ils ont été diffusés dans les maisons de santé pluriprofessionnelles, les CPTS. Sauf que la déclaration de ces protocoles locaux n'a été possible et n'est possible que depuis le premier trimestre 2022. Ces protocoles de coopération permettent d'étendre le périmètre des activités des professionnels de santé. Donc, quand on entend professionnels de santé, c'est aussi bien médicaux que paramédicaux, et de proposer de nouvelles formes d'exercice, tout en garantissant la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients. Cette organisation autorise la mise en place à titre dérogatoire et à l'initiative des professionnels sur le terrain de transfert d'activités et d'actes de soins qui répondent à un besoin de santé sur le territoire.
Cette démarche a pour objet la réduction des délais d'accès aux soins et d'améliorer les parcours de santé. Ce matin, on a beaucoup parlé des réseaux, des endroits où on peut trouver les informations. Donc c'est pour ça qu'on vous a mis le site de la solidarité et de la santé, donc du ministère de la Santé et de la Prévention, où vous allez pouvoir retrouver l'ensemble des informations sur les protocoles de coopération. Ces protocoles de coopération permettent donc des délégations d'exercice. Donc, ce sont des délégations d'exercice pour la réalisation d'actes ou activités à visée préventive, d'actes ou activités à visée diagnostique et d'actes ou activités à visée thérapeutique. Les professionnels de santé qui sont concernés, ce sont des professionnels médicaux, des auxiliaires médicaux. Et donc là, on a un peu spécifié les professionnels de la filière rééducation et médico-technique, puisqu'on a plusieurs protocoles de coopération qui associent les kinés et les manipulateurs d'électroradiologie médicale, ainsi que les diététiciens. Et pour ce qui est des associations possibles, il existe toutes sortes d'associations entre délégants et délégués. Donc tout est possible et réalisable. Je passe la parole à Lynn. Donc, depuis 2019 et 2020, il y a 2 types de protocoles de coopération possibles. Les nationaux, qui sont déjà rédigés, publiés par arrêté ministériel, visés par la Haute Autorité de Santé, qui sont disponibles sur le site du ministère via le lien qu'on a mis sur la slide du dessus. Les protocoles locaux, c'est sur une équipe promotrice à petite échelle, donc, qui rédige son protocole de coopération, qui rédige le transfert d'actes qu'il souhaite mettre en place par rapport aux nécessités du service, aux besoins du territoire, et après met en place ce protocole d'équipe, mais il n'y a pas de visée de la HAS. Il y a en revanche une visée de la CME, s'il n'y a pas de CME, de la commission de soins infirmiers et médico-techniques. Je crois que j'ai oublié un mot dans cette commission. C'est bon ? Ah, super, je l'ai bien dit. Et de l'employeur également, du directeur d'établissement. Que ce soit pour les protocoles de coopération locaux ou nationaux, il y a des indicateurs qui sont à transmettre à l'Agence régionale de santé, puisque tous les protocoles de coopération, toutes les équipes se déclarent à l'Agence régionale de santé, déclarent la mise en place de ce protocole, et les indicateurs sont à nous transmettre une fois par an, à la fin de l'année civile. Il y a également, si événements indésirables il faut également les transmettre au plus vite à l'agence. Toute l'information, comme nous vous l'avons dit, sont sur le site internet du ministère, c'est à jour. Le ministère met les protocoles de coopération nationaux autorisés. Il y a toute une liste qui est faite, une classification qui est faite par service. Par exemple, il y a tout ce qui est diabéto qui sont concentrés ensemble, tout ce qui est urgence concentré les uns avec les autres. Il est également proposé un formulaire pour les protocoles de coopération nationaux, un formulaire de déclaration d'équipe, et les étapes sont également spécifiées. Concernant les protocoles de coopération locaux, le site internet propose également une trame de rédaction du protocole, donc dans lequel vous êtes accompagné et dans lequel vous êtes sûr de ne rien oublier dans le protocole. On voit qu'il y a des sujets très divers sur les protocoles de coopération nationaux, mais comme je vous l'ai spécifié précédemment, ils sont déjà spécifiés, ils sont déjà classés. Concernant les protocoles de coopération locaux, c'est très large. Libre à vous de mettre en place le protocole qui vous intéresse, qui est nécessaire avec ce que vous pouvez faire. Le plus important, c'est que cette délégation de tâches garantisse la qualité et la sécurité de la prise en charge des patients. On a un bilan francilien assez présent comparé aux autres régions, avec 219 protocoles de coopération nationaux, 5 protocoles de coopération locaux. S'il y a une grande disparité entre ces deux types de protocoles, c'est parce que les protocoles de coopération locaux sont
très récents. En fait, on peut les mettre en place uniquement depuis le premier trimestre 2022, alors que les protocoles de coopération nationaux, ça fait 10 ans maintenant, un peu plus que 10 ans maintenant, où on peut mettre en place les protocoles. Le processus de déclaration d'équipe pour un protocole de coopération nationale, c'est la constitution du dossier, l'instruction sur la plateforme par l'ARS et la notification d'enregistrement d'équipe. À partir du moment où le dossier est déposé sur la plateforme, vous recevez un accusé de réception de démarche simplifiée et le protocole de coopération peut être mis en place. Il n'y a pas besoin d'attendre la notification de l'Agence régionale de santé. En revanche, l'ARS est en mesure de suspendre cette mise en œuvre pour des motifs liés à la qualité ou à la sécurité de prise en charge. Donc, il ne faut pas attendre l'avis de l'ARS pour mettre en place le protocole. Par contre, à partir du moment où un avis est déposé de l'ARS, il est nécessaire de le prendre en compte et d'appliquer ce qui est demandé. Pour les protocoles de coopération locaux, il y a une étape supplémentaire à cette déclaration, c'est la rédaction du protocole de coopération avec la délégation d'actes que vous souhaitez, que vous trouvez nécessaire. Et c'est tout. Et sinon, c'est toujours la même chose. Constitution du dossier sur la plateforme, après l'instruction du dossier par l'ARS, et l'ARS notifie l'enregistrement d'équipe. Concernant la constitution du dossier, il y a... pour les protocoles locaux comme pour les protocoles nationaux, c'est les mêmes documents qu'on demande, mis à part un. Le protocole de coopération locale, nous allons demander d'avoir une copie du protocole de rédaction, de coopération rédigé, pardon. Et sinon, concernant le protocole, la constitution du dossier, nous devons avoir un engagement d'équipe, toute l'équipe qui signe le même document, qui est d'accord pour la mise en place du protocole de coopération, une autorisation de l'employeur pour la mise en place de ce protocole de coopération au sein de cette équipe, au sein de son établissement de santé ou de son établissement médico-social ou au sein d'une CPTS si c'est un président de CPTS, etc. Il y a également besoin des cartes d'identité valides en cours de validité, un enregistrement professionnel pour tous les professionnels de santé et une attestation sur l'honneur de l'acquisition des compétences pour la mise en œuvre et la mise en place de ce protocole de coopération. Concernant les protocoles de coopération locaux, donc, il faut également rajouter la trame du protocole de coopération qui est rédigée et voilà les attendus, les étapes qui sont proposées par la trame du ministère. Donc l'intitulé du protocole, les recommandations des bonnes pratiques de la HAS. S'il y a d'autres recommandations ou d'autres textes réglementaires, il faut également les mettre parce que quand on lit un protocole de coopération locale, nous faisons très attention à cette partie. La présentation du protocole de manière générale avec le contexte de mise en œuvre, les raisons pour lesquelles vous mettez en place ce protocole de coopération, les critères d'inclusion ou de non-inclusion d'un patient, la description synthétique par un algorithme de l'inclusion du parcours du patient dans le cadre du protocole, la liste de toutes les dérogations envisagées dans le cadre de ces actes dérogatoires les formations complémentaires théoriques et pratiques qui sont requises par les professionnels de santé, par les professionnels délégués, donc qui reçoivent l'acte qui est délégué par un professionnel, par l'autre professionnel, pour exercer les nouvelles compétences. C'est très important que les délégués, donc, soient formés à cet acte, que ce soit une formation diplômante au sein d'une université, donc un diplôme universitaire, ou bien une formation par pratique avec la mise en place d'actes. Regardez bien regarder faire un nombre d'actes avec le délégant. Combien d'actes sont faits par le délégant avec la présence du délégué, combien d'actes sont faits par le délégué avec tutorat du délégant, le nombre d'actes qui sont faits par le délégant avec juste supervision éloignée du délégué. Donc voilà, il est nécessaire également de bien spécifier l'organisation de l'équipe dans la mise en œuvre du protocole. C'est très important de savoir qui fait quoi, quand, où,
et de bien le spécifier à l'agence parce que c'est nécessaire en cas d'événement indésirable, en cas de retour, en cas de questionnement. Nous avons besoin d'avoir toutes les informations nécessaires, toutes les informations sur l'organisation de l'équipe pour la mise en œuvre de ce protocole. Et les principaux risques qui sont liés à cette délégation de tâches, donc les procédures d'analyse des pratiques, des gestions de risques. Et pour finir, les fameux indicateurs qui sont à nous envoyer tous les ans, une fois par an. C'est très important parce que sinon le suivi du protocole est un peu compliqué et le suivi de l'équipe également. Nous allons vous présenter un petit zoom sur ces indicateurs. Donc nous terminons cette présentation par un focus. Les indicateurs que l'on retrouve dans l'ensemble des protocoles, alors principalement les protocoles, là on insiste sur les protocoles de coopération locaux, pour la simple et bonne raison qu'il y a un rapport IGAS qui est sorti sur les trajectoires pour le nouveau partage de compétences entre professionnels de santé et qui a fait remonter que ce suivi pour le moment était un petit peu parcellaire et que les agences régionales de santé devaient être un petit peu plus surveiller un petit peu plus la remontée de ces indicateurs et le suivi. Donc là, on vous les a remis. Libre à vous, au sein d'un protocole de coopération locale, d'en ajouter et d'en mettre d'autres. Mais là, c'est le minimum. Donc on a un indicateur. Donc l'utilité, c'est le nombre de patients effectivement pris en charge au titre du protocole. On a un indicateur qui va plus être au niveau de l'efficience, donc le taux de reprise par le délégant. Donc concrètement, c'est le nombre d'actes réalisés par le délégant sur appel du délégué versus le nombre d'actes réalisés par le délégant seul. Ensuite, on a l'indicateur qui va traduire la sécurité. Donc ça va être le taux d'événements indésirables déclarés. Donc le nombre d'événements indésirables déclarés sur le nombre d'actes réalisés par le délégué. Et la petite subtilité, c'est que lorsque l'on parle de nombre d'événements indésirables graves déclarés, à partir du moment où vous en déclarez un qui se situe dans les EIG, il peut entraîner la suspension ou l'arrêt du protocole. Et pour finir, on a donc l'indicateur qui va traduire la satisfaction. Donc, c'est le taux de satisfaction des professionnels de santé et donc le nombre de professionnels ayant répondu satisfait ou très satisfait à un questionnaire dédié sur le nombre de professionnels ayant exprimé leur niveau de satisfaction au moyen du questionnaire. Et j'arrive au bout de cette présentation. Donc, merci pour votre attention. Merci beaucoup en tout cas pour cette présentation. Est-ce qu'il y a déjà des premières questions dans la salle sur les possibilités qu'offre effectivement l'adhésion ou la création d'un protocole de coopération? Je vais faire le petit tour pour le micro. Merci pour la présentation déjà. J'aimerais avoir juste quelques précisions. Je n'ai pas très bien saisi pour les protocoles de coopération nationaux. C'est-à-dire qu'ils existent déjà, ils sont déjà rédigés. L'établissement a juste à signifier à l'ARS qu'il souhaite mettre en place ce même protocole dans son établissement et auquel cas il doit refaire tout un dossier comme l'a fait le premier établissement qui l'a initié. Enfin, ces protocoles-là sont initiés par des établissements à la base ou c'est l'ARS qui propose plusieurs protocoles. Alors, est-ce que vous m'entendez tous? Non, je pense qu'on rapproche un petit peu. Alors, les protocoles sont bien rédigés par une équipe promotrice de base qui... Alors, là, on est dans un entre-deux. Donc, tous les protocoles qui étaient régionaux précédemment, ils étaient rédigés par une équipe promotrice, envoyée à l'ARS en proposant cette publication de protocoles de coopération. Les protocoles de coopération locaux n'existaient pas. Donc, tant que ce protocole n'était pas autorisé, ils ne pouvaient pas le mettre en place. Donc, ils l'envoyaient à l'ARS. L'ARS et la HAS étudiaient ce protocole de coopération et décidaient et donner un avis, pas consultatif, mais un avis applicatif
sur qu'est-ce qu'il fallait modifier dans le protocole, si avec les modifications, il pouvait être publié et mis en place, ou sinon pas publié et on ne met pas en place ce protocole de coopération. Tous ces protocoles qui étaient régionaux ont été fin 2019 et aujourd'hui, ils sont en train d'être nationalisés, d'avoir une autorisation nationale. Maintenant, comment ça va se passer avec cette réforme ? Il y a tous ces protocoles de coopération qui sont nationaux désormais, et il y aura des appels à manifestation d'intérêt du ministère. Le ministère va donner une proposition de thème ou de délégation d'actes, et c'est à des équipes promotrices de proposer un protocole de coopération. Ou bien, les ARS aussi, qui font des remontées au ministère, vous voient qu'il y a beaucoup de protocoles de coopération locaux sur un même thème, va en parler au ministère et dire « nous avons beaucoup de protocoles de coopération locaux sur ce thème-là, ce serait peut-être judicieux de mettre en place un protocole de coopération national ». Voilà. Je voulais rebondir justement par rapport à ça, parce que nous, sur notre établissement, ça fait plus de 3 ans qu'on essaye de mettre en place la collaboration sur la prescription d'imagerie dès l'IOA pour les traumas mineurs, et on n'y arrive pas parce qu'on nous dit que ça bloque au niveau de l'ARS. Donc justement, ça avait l'air tellement très simple quand vous présentez, on se dit c'est super, on va pouvoir faire des... Vous parlez du protocole Paris ? Oui. Je pense que c'est un protocole, concernant moi les sites où je travaille, c'est un protocole auquel on peut adhérer assez facilement, d'expérience, qui est national, si je ne dis pas de bêtises, et qui est assez facile d'accès pour le coup. Si vous voulez, on pourrait échanger peut-être entre petits tips qu'on pourrait se filer pour faciliter l'adhésion, mais ça ne m'a pas semblé être un protocole très compliqué. Je ne sais pas si vous voulez apporter des précisions sur Paris. Simplement pour dire qu'à un moment, on devait attendre l'avis de l'HAS. Sauf que depuis, ça a changé et l'établissement pour lequel vous travaillez n'a peut-être pas vu l'évolution qui a été faite. Donc, à partir du moment où ils ont déposé l'ensemble des documents sur la plateforme démarche simplifiée du ministère, ensuite, le protocole il peut être mis en place. Donc, il n'y a pas à attendre l'avis de l'ARS. Ce qui était le cas auparavant, mais ce qui n'est plus le cas maintenant. On les excusera, on dira qu'il y a eu Covid entre-temps. Oui. Le fameux. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Oui. Stratégiquement, ouais. Et la même réponse ? Attends. Hop. Tu peux faire passer. Moi aussi, j'ai pas trop compris parce qu'on travaille sur la mise en place de la prescription de la radio dès l'accueil, mais est-ce qu'il faut quand même vous demander l'autorisation pour l'appliquer ou pas ? C'est ça la question. Une fois que le protocole existe. Alors, est-ce qu'on parle toujours d'un protocole de coopération nationale ? Paris, on est toujours sur Paris. Toujours le même, très toujours bien. Le même. Alors là, il faut simplement enregistrer l'équipe et donc donner l'ensemble des documents sur la plateforme. Une fois que l'enregistrement est complété, après, le protocole, il se met en place automatiquement. Et c'est nous, a posteriori, qui envoyons un avis en disant « on a bien reçu votre protocole, nous avons pris acte, et donc maintenant, on vous demande de la remontée des indicateurs, etc. » Mais il n'y a rien de plus à faire. Je tiens juste à préciser qu'il y a 2 plateformes différentes sur démarche simplifiée pour les protocoles nationaux et pour les protocoles locaux. C'est pour ça que dans la présentation, j'ai bien distingué les 2 liens. Et il faut bien faire attention quand vous déclarez un protocole de coopération d'être sur le bon lien. Voilà. Moi, j'ai une question. Est-ce que le protocole de coopération peut avoir un caractère expérimental ? C'est-à-dire, on testerait, je sais pas, la prise en charge, par exemple, de quelque chose qui est habituellement médical par un paramédical de pratique avancée ou quelque chose comme ça. Alors, c'est un petit peu le but du protocole de coopération locale. C'est de pouvoir faire des transferts d'actes de soins ou des transferts. Donc, en effet, là, l'idée, si on en parle aujourd'hui, c'est de la coller à un protocole de recherche et donc de pouvoir le faire dans un caractère expérimental. Et donc, ça va être conditionné au fait que, par exemple, ce protocole de recherche reçoive un financement d'un appel à projet, ou, par exemple. C'est possible, ça ? Alors, je pense qu'il y a 2 choses différentes. Il y a le fait de vouloir effectivement expérimenter une nouvelle pratique.
Moi, je vais prendre un exemple très simple d'une volonté d'expérimenter une nouvelle pratique qui nous a été refusée dans le cadre de la recherche, mais qu'on va pouvoir expérimenter parce qu'on est passé par la case protocole de coopération qui maintenant nous autorise cette délégation de tâches qu'on peut maintenant expérimenter. Mais je pense qu'il faut distinguer les deux choses, et je parle sous votre contrôle, du protocole de recherche et de la nouvelle délégation de tâches. Et je pense que cette nouvelle délégation de tâches, typiquement un protocole de coopération, un acte qui pourrait être réalisé par un manip radio délégué par un radiologue, peut tout à fait être, maintenant qu'elle est autorisée dans le cadre d'un protocole de coopération, expérimentée avec une relevée d'indicateurs, des publications, etc., etc. Je pense que ce sont deux choses différentes, mais qui peuvent être tout à fait complémentaires. Et je trouve même qu'on a tendance à ne pas assez publier les résultats de ces protocoles de coopération qui sont en fait des expérimentations réglementées. D'accord. Mais disons que l'intérêt, c'est que l'appel à projet apportera le financement permettant d'évaluer l'intérêt du protocole expérimental. Absolument. D'accord. Et par contre, le protocole de coopération apporte l'autorisation, finalement. C'est ça. Apporte un nouveau cadre réglementaire dans lequel expérimenter. D'accord, merci. Et par rapport à l'enjeu financier, il me semble qu'ils sont rémunérés, ces protocoles de coopération. Ils sont rémunérés pour qui? Le délégant, le délégué? Et combien? Alors, l'arrêté prévoit 100 € pour les délégués dans le cadre d'un protocole de coopération. Brut. Brut. Par mois. Par contre, nous avons prochainement une réunion avec la CNAM pour bien échanger sur les dispositifs de financement. Parce que nous n'avons pas tous les tenants et les aboutissants. Ce n'est pas l'ARS qui finance, c'est la CPM. Donc, nous ne pourrons pas... dans l'état, je ne peux pas répondre à toutes vos questions, car je n'ai pas encore eu cette réunion. Alors, juste une petite précision, les 100 € bruts dont on parle, c'est un financement qui est soutenu par, alors pour le moment, un établissement de santé. Donc après, il y a des agences régionales de santé, alors pas celles d'Île-de-France pour le moment, mais qui ont, par l'intermédiaire du fonds d'investissement régional, participé à la prise en charge de ces 100 €. Après, pour ce qui est du forfait, parce qu'il existe un forfait lorsqu'on met des protocoles de coopération en place, mais là, c'est plus dans des CPTS ou dans des MSP, à partir du moment où un délégué prend en charge un patient, il y a un forfait qui est prévu de 25 €. Et là, on a des remontées à l'heure actuelle sur le fait que certains professionnels, justement, n'ont pas ce forfait. Et donc, on s'est rapproché de la CNAM pour pouvoir avoir une explication sur le pourquoi du comment ce forfait n'est pas toujours rétribué. Une autre question? Bonjour, je voulais savoir si une équipe est intéressée par un protocole. J'ai vu sur le site internet qu'il y avait la liste de tous les protocoles pour avoir le contenu en détail de ce qu'implique, voilà, quelles sont les tâches en détail. Je pense en particulier au protocole d'échographie cardiaque. Quelles sont les acquisitions que peut faire l'infirmier par rapport au médecin? Où est-ce qu'on peut trouver ce détail? Parce qu'en cliquant sur le lien de l'arrêté, il n'y avait que l'arrêté ministériel, mais il n'y avait pas tout le contenu du protocole. Alors, sur Légifrance, il y a l'arrêté ministériel et il y a le petit onglet tout en haut, voir la copie authentifiée de ce protocole. Et quand vous cliquez dessus, c'est en annexe, vous avez toute la grille. Alors, pour ce protocole-là, je ne l'ai pas trouvé. Du coup, est-ce qu'on peut vous contacter sinon pour avoir... Oui, okay. Et sinon, vous pouvez faire également une recherche. Si le lien Internet qui a été mis par le ministère n'est pas valide, vous pouvez faire la recherche également sur Légifrance. Tous les protocoles de coopération sont publiés sur Légifrance. Vous pouvez nous envoyer un mail. Nous, ce qu'on vous enverra, c'est le lien Légifrance dans tous les cas. C'est le lien actualisé que nous utilisons pour être sûr d'avoir la dernière version. D'accord, merci. Alors une dernière, parce qu'après il y a la remise des prix. Moi j'aurais rien, donc on ne sait pas. Non, je vous le dis. J'avais une question un peu d'ordre légal en fait. Est-ce qu'il y a déjà eu des poursuites pour des patients suivis sous protocole de coopération? Est-ce que justement au niveau de la responsabilité, il y a déjà eu que la justice a déjà tranché dans un sens ou dans un autre?
les plaintes qui se traduisent par un événement indésirable grave et qui du coup se traduisent en justice. Alors justement, pour l'instant, on n'a pas encore eu, en tout cas au sein de la région Île-de-France, d'événements indésirables graves. Donc on n'a pas eu encore ce genre d'événements à traiter et pour l'instant, on n'a pas de plainte. Après, je ne peux pas vous dire que c'est le cas sur l'ensemble des protocoles de coopération qui sont mis en place parce que nous occupons que ceux qui sont applicables en région Île-de-France. Et voilà. Et si j'avais encore quelque chose à dire, je viens d'oublier, ça va me revenir après. Et dans le cas des EIJ, vous avez précisé tout à l'heure qu'il pouvait y avoir du coup une suspension d'un protocole. La suspension sera locale ou c'est l'ensemble du protocole qui va être suspendu si par exemple il est national? Non, on parle d'une suspension locale. Ok, très bien. En fait, après, on va demander des éléments de contexte, faire une revue, comme c'est le cas habituellement. Et ensuite, on sera amené à prendre une décision. C'est pour ça que c'est soit une suspension, soit un arrêt complet. Mais pour le moment, on n'a jamais été confronté à cette décision. Si le point que je voulais rajouter, c'est que par rapport au protocole de coopération, à partir du moment où ils sont mis en place, alors en établissement de santé, mais aussi dans des structures comme les maisons de santé pluriprofessionnelles ou au sein des CPTS, il y a un grand axe communication à mettre en place, puisqu'il y a quand même nécessité d'une adhésion du patient et qu'il n'y a pas forcément beaucoup de communication dans ce sens-là. Et concrètement, dans certains protocoles de coopération, il y a aussi des délégations de prescription qui peuvent être mises en place. Et en gros, quand le patient va à la pharmacie avec sa prescription, s'il n'y a que le numéro RPPS de l'infirmier, entre autres, qui apparaît, il va y avoir une incompréhension, le médicament ne va pas être délivré, etc. Donc souvent, ce qui est demandé, c'est qu'il y ait le numéro RPPS qui apparaît du médecin délégant. Donc voilà, c'est des petites subtilités, mais à partir du moment où vous mettez un protocole de coopération en place, que ce soit un protocole de coopération local et national, il y a vraiment tout un temps de communication à prendre en compte pour pouvoir avoir une meilleure diffusion de ce protocole et une acceptation des patients. Merci beaucoup. Je vous propose de conclure cette présentation. Je vous remercie à nouveau toutes les deux pour votre venue et toutes ces informations. Et du coup, on va passer à la remise des prix.